Bonjour, je viens de publier tout début juillet ce livre, Géopolitique du Covid-19, qui vient tirer les leçons géostratégiques de ce que l'on a vécu depuis quelques mois. Alors on peut bien sûr se poser la question s'il n'est pas prématuré de tirer les leçons stratégiques d'une crise qui a pris tout le monde un peu de sidération et s'il ne faut pas laisser un peu plus de temps. Mais je crois que d'ores et déjà, on peut tirer quelques conclusions de cette crise, quitte bien sûr à faire qu'elle n'est pas tout à fait terminée, qu'il peut y avoir des rebondissements. Quelles sont ces premières conclusions d'ordre stratégique ? La première, c'est qu'à la fois on a été pris par surprise, que si quelqu'un avait en décembre dit que le monde serait totalement à l'arrêt 3 mois plus tard, il n'aurait pas été cru. On l'aurait pris pour un farfelu qui veut attirer l'attention sur lui. C'est pourtant ce qui s'est produit. En avril, 150 pays ont fermé leurs frontières, 4 milliards de personnes, plus de la moitié de l'humanité est confinée chez soi, on ne peut plus bouger dans un monde qui était totalement en mouvement, qui bougeait sans cesse, et effectivement donc, personne ne s'attendait à cela. Et pourtant, on avait été averti. Pourtant, les différents livres blancs sur la défense en France, 2008, 2013, rapport stratégique de 2017, et également les rapports de la CIA, et également Bill Gates, avaient mis en garde contre une pandémie qui pourrait venir bloquer un pays. On n'y a pas cru. On n'y a pas cru parce que on pensait finalement que même si on l'écrivait, c'était des scénarios très extrêmes, trop extrêmes, que les vrais dangers étaient militaires et que ceci vraiment n'a pas été réellement pris en sérieux. Il y a une question à se poser sur la façon dont on utilise les travaux de prospective. Et puis je crois qu'il y a une autre raison aussi, c'est que notamment en Europe et dans le monde occidental, on s'est dit les pandémies c'est pas pour nous, c'est pour l'Afrique. C'est pour l'Asie. Nous, on est à l'abri. On est à l'abri parce qu'on est riche, qu'on est puissant, qu'on a un système de santé performant. Et donc, effectivement, seul le continent asiatique ou africain peut être frappé par ce type de pandémie. Et on était pris au dépourvu en grande partie par notre arrogance initiale. Lorsque la Chine a confiné des millions de personnes, en janvier, qu'est-ce que l'on s'est dit en France, sur les plateaux ? C'est normal, c'est une dictature. On n'a pas pris en compte l'alerte sanitaire. Et donc, c'est aussi une grande leçon. C'était une sorte de juin 40 sanitaire pour les pays occidentaux et pour la France également, parce que on ne pensait être à l'abri de cela. Et quelque part, cette leçon stratégique, c'est que finalement, cette crise du Covid-19 vient confirmer le fait que le monde occidental ne domine plus le monde, qu'il ne fixe plus l'agenda complètement, qu'il n'est pas au-dessus des autres, et qu'il faut également tenir compte de la vie des autres civilisations, des autres nations, alors que pendant 5 siècles, on a été habitué à dominer les autres, à fixer seul l'agenda, à ne pas trop les consulter et à leur imposer nos conditions. Cette époque est révolue. Elle est révolue en fait depuis déjà quelques temps, mais peut-être que la crise du Covid-19 est venue accélérer la prise de conscience de cela. Ce qui est également apparu évident, c'est la façon chaotique dont le président Trump a géré la crise, à la fois sur le plan sanitaire chez lui, mais en même temps sur le plan diplomatique. Sur le plan sanitaire, aujourd'hui, en début juillet, plus de 130 000 morts, avec Trump a été dans le déni. On a vu des fosses communes à New York. Les fosses communes, dans l'esprit commun, c'était pour Haïti, pour le Zimbabwe, mais pas pour Big Apple. Et puis sur le plan diplomatique, c'est la première crise depuis 1945, dans laquelle la crise au niveau mondial, dans laquelle les États-Unis ne sont pas leaders. Et ce qui s'est passé à l'Organisation mondiale de la santé est très symptomatique. Trump n'était pas content de ce qu'avait fait l'OMS, il peut avoir peut-être des motifs d'insatisfaction, mais le choix qui a été fait, c'est de couper les crédits à l'OMS, de s'en retirer. Et du coup, quand les États-Unis se retirent d'une organisation internationale, qui arrive ? La Chine. Parce qu'effectivement, si la Chine est montée en puissance au cours de cette crise, c'est en grande partie du fait de la désertion américaine, du fait que les États-Unis ont déserté, sous Trump, le champ international. Lorsque la crise a éclaté fin décembre, début janvier, beaucoup ont dit, la Chine est stoppée dans son ascension. Elle ne rattrapera pas les États-Unis. C'est la fin de la croissance chinoise. Et puis en fait, la Chine a repris le cours de sa croissance. Elle va avoir une croissance très faible. D'ailleurs, le Parti communiste n'a même pas fixé d'objectif de croissance cette année, mais elle continue son rattrapage sur les États-Unis. Et je crois que c'est là le moment majeur de la crise du Covid-19, c'est ce moment où la rivalité entre la Chine et les États-Unis existe depuis longtemps, elle se renforce. Mais on peut dire que la crise du Covid-19 l'a fait éclater au grand jour, de façon qu'on ne peut plus ignorer. Le grand débat stratégique, le grand sujet géopolitique des 10, 15,
20 années qui viennent sera bien sûr la rivalité entre les États-Unis et la Chine, parce que, entre autres, Donald Trump a pris comme option, alors qu'il était mis en cause dans sa crise du Covid-19, de trouver un bouc émissaire, la Chine, et donc il a accru l'hostilité entre Pékin et Washington pour sauver la face et pour essayer de se rattraper devant les électeurs. Sauf que les dégâts qui sont créés vont devenir extrêmement importants, et que l'hostilité à la Chine n'est pas uniquement le fait de Donald Trump. C'est certainement dans sa politique étrangère le seul point qui fasse consensus avec les autres pays. Comment expliquer cette hostilité américaine à la Chine ? Alors Trump va dire c'est que la Chine n'est pas une démocratie, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas des démocraties qui le gênent beaucoup moins, notamment parmi ses alliés proches. Non, en fait, ce qui gêne les Américains, c'est le rattrapage. En 1980, le PIB américain était d'environ 3 000 milliards de dollars et celui de la Chine était inférieur à 200 milliards de dollars. Donc la Chine était 15 fois moins importante que les États-Unis. En 2000, lorsque la Chine adhère à l'OMC, le ratio est de 10%, et puis aujourd'hui, le PIB chinois représente 65% du PIB américain. Et donc les États-Unis se voient rattrapés par la Chine, et c'est ça qui crée effectivement cette grande rivalité. Comment l'Europe a réagi par rapport à la crise du Covid-19 ? Dans un premier temps, de façon très maladroite, de façon très désordonnée, c'était du chacun pour soi. Et l'Europe s'est révélée hésitante, impuissante, et il n'y a pas eu cette solidarité qui doit normalement faire le lien entre les pays européens. À un tel point d'ailleurs que Jacques Delors a dit qu'il y avait un risque de mort pour l'Union européenne si elle ne réagissait pas plus. Et puis les choses se sont arrangées, il y a eu un plan de sauvetage, il y a eu des décisions qui ont été prises, des tabous, les 3% de déficit budgétaire, pas de dette commune, qui ont été abandonnés parce que les dirigeants européens, ou du moins la plupart d'entre eux, ont senti qu'il y avait un danger, et peut-être, il est encore là trop tôt pour le dire, bien sûr, et il ne faut pas peut-être crier victoire trop vite. Mais entre le plan franco-allemand, entre le plan de la Commission de sauvetage économique, peut-être qu'il y a eu un moment Covid-19 pour l'Europe qui a pris un nouveau départ. Et on va voir, cela reste à vérifier, si finalement le Covid-19 n'a pas permis l'émergence de cette commission géopolitique que Ursula von der Leyen appelait de ses voeux. Alors, la crise du Covid-19 a mis bien sûr en avant, certains ont dit, c'est la fin de la mondialisation. Toutes les frontières ont été fermées. Là, je crois qu'il y a eu beaucoup d'exagération dans les commentaires avant la crise du Covid-19. La mondialisation n'a jamais été la fin des États, comme certains le disaient, ou la fin des frontières. Parler de fin des frontières, de fin des territoires était très fortement exagéré. Il n'a qu'à voir les conflits qui existent et les difficultés pour aller de certains pays du Sud dans certains pays du Nord. Mais si la crise de Covid-19 fait ressurgir des frontières hermétiques, elles ne le resteront pas éternellement. Le tourisme va reprendre, les échanges vont reprendre avec très certainement des relocalisations. Et puis surtout, ce que l'on a vu, c'est la crise du multilatéralisme. Il était déjà en crise avant que la pandémie du Covid-19 ne survienne. Le Covid-19 s'est d'autant plus répandu rapidement dans le monde que les réponses multilatérales n'ont pas été apportées immédiatement. On peut donc dire que la crise du multilatéralisme a facilité la pandémie du Covid-19 et qu'en même temps, la pandémie du Covid-19 est venue ajouter à la crise du multilatéralisme. Or, on voit bien que sans réponse multilatérale, il n'y a pas de réponse du tout. Que le multilatéralisme n'est pas un choix, c'est une nécessité. Mais quand vous avez le premier pays du monde qui le refuse, et il faudra voir si Biden, s'il était élu, aurait une politique beaucoup plus multilatéraliste que Donald Trump. Ce n'est pas évident, il sera moins brutal, moins grossier que Trump. Est-ce que les États-Unis feront dans le multilatéralisme? C'est loin d'être évident. Dernière leçon, dernière chose pour conclure. On avait été alerté sur la possibilité d'une pandémie, on n'a pas voulu écouter ces alertes. C'était pourtant pas les signaux faibles. Là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est alerté, plus que jamais, sur le réchauffement climatique, sur les dangers que cela fait peser sur l'avenir de l'humanité. Il serait temps de l'écouter plus sérieusement, pas seulement à parole, mais de prendre des actes. Ce n'est pas le cas. Et ma grande crainte, en fait, c'est que, un peu comme après la crise de 2008-2009, on s'est dit on va faire attention, et puis en fait on n'a pas fait la chasse aux paradis fiscaux que l'on veut faire. Eh bien, est-ce que l'on va vraiment tirer les leçons de cette crise du Covid-19, ou est-ce que, une fois que celle-ci sera passée, on va en revenir aux pratiques et aux comportements traditionnels? Le point clé, ça sera la mobilisation des sociétés civiles, des opinions publiques. 50 pays ont passé des lois d'état d'urgence pour faire taire
leurs critiques, leurs oppositions. Elles vont reprendre. Il faut faire confiance aux sociétés civiles et c'est par là qu'on fera pression sur les gouvernements pour tirer réellement les leçons de cette crise et de cette géopolitique du Covid-19.